Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. Cette assertion de René de Chateaubriand se passe de tout commentaire de nos jours. Réalité aussi douloureuse que la situation est désespérément irréversible. En effet, l'homme, par le fer, par le feu ou par la dent de son bétail, a anéanti un patrimoine essentiel en cédant à la démesure et à l'irrationnel. Car l'arbre c'est la vie à cause de ses fonctions multiples qu'on tente de rappeler ci-après. 1. Généralité, quelques rappels. 1. Le règne végétal. C'est l'ensemble des êtres vivants pluricellulaires, capables de réaliser la photosynthèse grâce à la présence de chlorophylle. Les végétaux comprennent environ 300 000 espèces, que l'on classe en deux groupes. Les thalophytes, organismes primitifs constitués par un thalre qui n'ont ni racines, ni tiges, ni feuilles. Ce sont les algues. Les cormophytes, plus évolués, sont constitués par un ensemble de rameaux feuillés appelés cormus. Ils sont représentés par les bryophytes, dont les mousses, les ptéridophytes, les fougères, et les spermatophytes ou spermaphytes ou encore plantes à graines. Les végétaux recouvrent presque toute la Terre, à l'exception des zones polaires et des déserts extrêmes. On les rencontre aussi en eau douce et en mer. Leur aspect est très variable, depuis les mousses à structure simple et de petite taille qui exigent un contact direct avec l'eau pour se développer, jusqu'aux arbres géants tels les séquoias, capables de conduire l'eau et les substances dissoutes jusqu'à plus de 100 mètres de hauteur grâce à un système complexe de vaisseaux conducteurs de sève. Les végétaux terrestres forment l'essentiel de la biomasse, c'est-à-dire la quantité de matière vivante présente pour une surface déterminée. Ainsi, dans une forêt d'Europe occidentale, la biomasse végétale est de l'ordre de 150 t par hectare. À titre comparatif, celle des animaux ne dépasse pas 500 kg, soit 300 fois moins. 1.1. Caractère distinctif des végétaux. Les végétaux, comme les animaux, sont des organismes dits eucaryotes. Leurs cellules possèdent donc un noyau vrai et ont en outre la particularité d'être entourées d'une paroi plus ou moins rigide formée notamment de cellulose. Les végétaux possèdent le plus souvent de la chlorophylle, un pigment qui donne leur couleur verte aux feuilles, permet la photosynthèse et les rend capables de produire eux-mêmes leurs constituants. Ils sont dits autotrophes, par opposition aux animaux hétérotrophes. Les végétaux partagent cette capacité à réaliser la photosynthèse avec un certain nombre de protistes, organismes unicellulaires eucaryotes, les algues unicellulaires qui possèdent chlorophylle et chloroplaste. Au cours de l'évolution, quelques rares végétaux ont cependant perdu tout ou partie de leur chlorophylle. Devenus hétérotrophes, ils doivent trouver des éléments carbonés déjà élaborés. Certains, comme le gui, vivent en parasite aux dépens d'autres plantes. D'autres s'installent sur des amas de feuilles mortes ou des débris végétaux en décomposition, où ils trouvent leur nourriture. Ce sont les saprophytes. Les champignons, organismes eucaryotes également, ont longtemps été considérés comme appartenant au règne végétal. Aujourd'hui cependant, ils sont regroupés en un ensemble spécifique. Deux caractéristiques les distinguent en effet des végétaux. D'une part, les parois de leurs cellules sont principalement constituées de chitine et non de cellulose. D'autre part et surtout, ils sont dépourvus de chlorophylle. De plus, les champignons sont hétérotrophes. Ils trouvent leur alimentation carbonée dans la matière organique d'autres êtres, vivants ou morts. Le règne végétal présente de nombreuses différences avec le règne animal. Les animaux eucaryotes et pluricellulaires sont en effet caractérisés par un mode de nutrition par ingestion, par l'absence de parois cellulaires, par le développement d'organes d'essence et d'un système nerveux qui font défaut aux végétaux, et par l'aptitude au déplacement. 1.2. Différents groupes végétaux. Les algues. Toutes les algues sont des organismes pluricellulaires, les trois groupes principaux étant les algues vertes chlorophycées, les algues brunes phéophycées et les algues rouges rhodophycées. Les cormophytes. Les cormophytes rassemblent tous les végétaux plus évolués que les algues. Les bryophytes. Les bryophytes réunissent 25 000 espèces, dont les mousses, les hépatiques et les anthocérotes. Ces plantes, dépourvues de vraies racines, possèdent des tissus conducteurs de sève, dont la structure rudimentaire est différente de celle des véritables vaisseaux conducteurs. Les bryophytes sont donc des plantes non vasculaires qui vivent dans des milieux humides,
où elles absorbent l'eau par toute leur surface. Les bryophytes présentent un cycle reproducteur faisant intervenir une alternance de générations. Ainsi, chez les mousses, la plante feuillée représente le stade reproducteur. Sur cette dernière apparaît une tige grêle, la soie, qui se termine par une capsule dans laquelle se forment les spores. Ce stade est le sporophyte, stade asexué. Les plantes vasculaires. Les autres cormophytes se distinguent des bryophytes par la possession de véritables racines et par la présence de tissus conducteurs formés de vaisseaux, dont le rôle est de véhiculer la sève. Ce sont des plantes vasculaires ou trachéophytes. La sève brute, composée d'eau et de sels minéraux dissous absorbés par les racines, circule dans les vaisseaux du xylème. La sève élaborée, enrichie par les produits de la photosynthèse, circule des feuilles vers les tiges et vers les racines dans les vaisseaux du phloème. Alors que le pied feuillé des mousses représente la génération sexuée, gamétophyte, le pied feuillé des plantes vasculaires représente la génération asexuée, sporophyte. Les fougères produisent des spores, tandis que leurs cellules sexuées sont produites par un organisme indépendant et de petite taille, le protale. Les plantes vasculaires se subdivisent encore en deux groupes, les ptéridophytes et les phanérogames. Les ptéridophytes. Les ptéridophytes ou cryptogames vasculaires, 10 000 espèces, comprennent des végétaux aussi divers que les fougères, les prêles, les lycopodes, les sélaginelles ainsi qu'un grand nombre d'espèces fossiles abondantes à l'ère primaire. Les phanérogames. Chez les phanérogames, ou spermatophytes, le gamétophyte, de plus en plus petit, est inclus dans le sporophyte, sur lequel a lieu la reproduction sexuée. On admet que cette évolution a permis aux végétaux de réduire peu à peu leur dépendance vis-à-vis de l'eau, et de coloniser le milieu terrestre. Les phanérogames sont divisés en gymnospermes, plantes à graines nues comme le pin, le sapin et autres conifères, et en angiospermes, plantes à graines enfermées dans un fruit. Ces dernières, qui dominent largement le monde vivant, sont les véritables plantes à fleurs. 1.3. Systématique dans le règne végétal. Chaque famille compte un ou plusieurs genres constitués à leur tour d'une ou plusieurs espèces, censés donner des produits féconds. Les scientifiques du monde entier ont créé des termes conventionnels formés de noms latins en deux mots dits binômes. Le premier désigne le genre qui commence par une majuscule et le second l'espèce qui commence par une minuscule. Il existe parfois un troisième nom qui est celui de la sous-espèce ou des descripteurs, parfois abrégés. Exemple Acacia nilotica adansoni et Maerua crassifolia forsk. 1.4. Écologie végétale et biogéographie. L'écologie végétale étudie les relations réciproques des plantes et de leur milieu, et s'efforce de les expliquer. Compétition entre espèces végétales. La compétition entre les végétaux concerne en particulier la lumière et les éléments nutritifs. Par exemple, dans une forêt, certains arbres de petite taille sont dominés par les arbres plus grands qui interceptent la lumière. Les petits arbres finissent par être éliminés, ce qui assure un éclaircissement naturel des peuplements forestiers. Par ailleurs, beaucoup de plantes produisent des composés chimiques toxiques qui, en bloquant la germination des graines des autres espèces, réduisent les risques de compétition. Communauté végétale. Des groupements d'espèces, encore appelés communautés végétales, se retrouvent dans des localités déterminées, définies par des conditions particulières de milieu, de climat, etc. Quand les conditions sont reproduites, les mêmes espèces ont tendance à s'assembler. La phytosociologie est la science qui étudie la composition spécifique de ces groupements et cherche à en comprendre là où les raisons. Relation avec le milieu extérieur, influence réciproque. Influence du milieu extérieur sur la végétation. Les facteurs écologiques externes les plus importants sont abiotiques ou biotiques. Les facteurs abiotiques sont soit de nature climatique, température, pluviosité, éclairement, soit de nature édaphique, c'est-à-dire liés au sol, nature chimique, fertilité, rapport avec l'eau, texture, etc. Les facteurs biotiques ont pour origine les autres êtres vivants. Ainsi les herbivores dévorent-ils certaines plantes, dont ils peuvent réduire considérablement l'abondance, et en ignorent d'autres. L'ensemble des facteurs écologiques détermine la nature et la diversité des espèces végétales présentes dans une région, leur abondance relative et leur répartition. Voir écologie. C'est la phytogéographie qui cartographie les aires de répartition des espèces ou des groupements d'espèces. Le résultat est la réalisation de cartes de la végétation.
Influence de la végétation sur le milieu. Les végétaux jouent un rôle considérable dans l'évolution des conditions environnementales. Ils agissent par exemple sur les climats. On sait que la forêt équatoriale influe sur la pluviosité, et que, par conséquent, la sécheresse est consécutive à la déforestation. Les végétaux contribuent également à la formation des sols et à leur maintien. En leur absence, lorsque le sol est nu, des processus d'érosion catastrophiques peuvent survenir. C'est ce qui s'est produit aux États-Unis en 1934. Des pratiques culturelles aberrantes, qui laissaient le sol nu pendant de longues périodes, coïncidèrent avec une période de sécheresse. L'érosion du sol, accompagnée de nuages de poussière, désertifia et ruina une région des Grandes Plaines d'une superficie égale à la moitié de la France. Ce phénomène, resté dans les mémoires sous le nom de Dust Bowl, boule de poussière, illustre le rôle fondamental de la couverture végétale dans la conservation des sols. En Chine, 25 pages 100 des sols ont aujourd'hui perdu leur fertilité à cause de déforestation massive. En outre, chaque année, 2,5 milliards de tonnes de lœss, une terre jaune très fertile, sont perdues et emportées en mer par le Hwanghae. On pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Rôle dans les cycles biogéochimiques. Les algues unicellulaires, qui constituent le phytoplancton du plein océan, et les végétaux terrestres sont les seuls organismes caryotes produisant leur matière organique à partir de composés minéraux puisés dans le milieu. Le gaz carbonique atmosphérique, CO2, fixé par photosynthèse, est à l'origine des sucres ou glucides et des graisses ou lipides. Les nitrates, NO3, et les sels d'ammonium, NH4+, sont à l'origine des protéines, molécules azotées fondamentales des êtres vivants. Ce sont les végétaux qui assurent la subsistance des organismes herbivores. Les herbivores sont eux-mêmes consommés par les carnivores ou, lorsqu'ils sont morts, par des saprophytes. Finalement, sous l'action des organismes décomposeurs, essentiellement des champignons et des bactéries, toute la matière organique retourne à l'état minéral sous la forme de gaz carbonique, d'eau, d'ammoniac ou de nitrate. Et à nouveau, les végétaux utilisent ces composés minéraux. Ces cycles sans fin, qui font passer des éléments fondamentaux comme le carbone ou l'azote de l'état minéral à l'état organique, puis de l'état organique à l'état minéral, sont les cycles biogéochimiques. Comme on le voit, les végétaux sont la condition sine qua non de toute forme de vie animale. Une gestion saine et rigoureuse des espaces cultivés et des espaces encore naturels, ou presque naturels, ainsi que la sauvegarde des espèces végétales et animales, apparaissent donc comme des impératifs essentiels pour assurer la survie de l'espèce humaine elle-même. 2. Contexte écologique nigérien. 2.1. Le Niger dans le continent africain. 2.2. Le Niger, zone agroclimatique. Source, Direction de la météorologie nationale. 2.3. Distribution des climats en Afrique tropicale sèche. Selon Aubreville, la désignation et la distribution de certains climats en Afrique tropicale, du tropique du Cancer à l'équateur se présentent comme suit: SA saharien, SSA sahélo-saharien, SO sahélo, soudanais, SS sahélo côte sénégalaise, SE sahélo-sénégalais, SG soudano-guinéen, GC guinéen Basse-Casamance. Les trois bandes climatiques qui concernent le Niger sont précédées de commentaires. Il sera relatif aux trois bandes climatiques sus-indiquées. Climat désertique proprement dit. SA, climat saharien désertique a comme limite conventionnelle sud l'isoyète de 100 mm. La flore autant que la faune n'y existe que dans des conditions exceptionnelles. Oasis, irrigation, etc. Climat subdésertique. SA, climat sahélo-saharien, climat subdésertique, possède les caractéristiques suivantes. Température moyenne annuelle 24 à 28,5 degrés avec une amplitude thermique de forte à très forte. Déficit de saturation moyenne annuelle très fort, variation annuelle très forte. Indice pluviométrique annuel allant de 200 à 400 mm, avec maxima en août. Indice des saisons pluviométriques est voisin de 1, 2, 9. Un mois très pluvieux, plus de 100 mm. 9 mois dits écologiquement secs dont la pluviométrie est inférieure à 30 mm et 2 mois mi-secs et mi-humides. Climat tropicaux-sec. A. Climat sahélo-soudanais SO se définit comme suit: Aubreville. S'étire du Sénégal à l'Éthiopie avec ses variantes sénégalaises ou gambiennes.
typiquement continentale avec les caractéristiques suivantes. Température moyenne annuelle de 26 degrés à 31 degrés 5. Température moyenne mensuelle, minima 24 degrés à 28 degrés 2 et maxima 30 degrés 5 à 35 degrés 5. Amplitude thermique 5 degrés à 10 degrés 2. Minima, janvier et août. Maxima absolu, avril et mai. Maxima relatif, octobre. Les maxima absolus dépassent 30 degrés. Ils sont excessifs au Niger, plus de 40 degrés à Niamey et au Mali alors que les maxima relatifs d'octobre sont en général inférieurs à 30 degrés. Ceux de Niamey et de Zinder sont considérables, plus grands que 33 degrés. Tension de vapeur d'eau moyenne, 9,7 à 16 mm, mensuelle minima 3,7 à 8,5 mm, moyenne maxima 18 à 22 mm. Déficit de saturation moyenne annuelle, 11,5 à 22 mm, fort à excessif. Variation annuelle 15,5 à 27 mm. Climat particulièrement sec aux variations considérables d'humidité. Indice pluviométrique, 400 à moins de 1000 mm, rarement 1200 mm. Très courte saison de pluie, avec 2 à 4 mois pluvieux avec un maximum en août. Saison sèche rigoureuse avec 6 à 8 mois secs en général. Indice pluviométrique typique 4,2,6. Au Niger, le climat est particulièrement chaud et sec. Tawa, Filingué, Zinder et Ngigmi sont sur la limite du climat sahélo-saharien. Carte des isoyètes en Afrique de l'Ouest, en haut, et des zones agroclimatiques du Niger, en bas. 2. Dégradation du couvert végétal. Les sécheresses, les famines et les disettes qui sévirent au Niger entre 1900 et 1933 ont accru et exacerbé le phénomène de dégradation de l'environnement. On a enregistré au Niger des famines dues à des sécheresses, aux invasions acridiennes de rongeurs, oiseaux granivores de chenilles, au cours des années 1902, 1907, 1911 à 1917, 1927, 1929 à 1933, 1941 à 1944, 1953 à 1954. Les travaux de 1950 du professeur Théodore Monod, alors directeur de l'Institut français de l'Afrique noire, IFAN, corroborent les observations faites en 1850 des agronomes français en service au Sénégal et celles de Hubert, 1926, sur le dessèchement progressif en Afrique occidentale française où l'environnement se dégrade de plus en plus profondément. Plusieurs ateliers et séminaires, internationaux, régionaux ou nationaux, aboutirent à la conclusion que la désertification et la désertisation réduisent à néant toutes les potentialités biologiques des terres jadis fertiles. Situation aggravée par une démographie galopante, de 2,6 millions en 1929, la population nigérienne est passée à 12 millions d'âmes en 2005. Le feu, agent de désertification, qu'il soit accidentel, criminel, de dessein agricole, pastoral ou cynégétique, le feu est un redoutable facteur de désertification parce qu'il détruit la biocénose, flore comme faune, expose le sol à toutes les formes d'érosion et aux rayons du soleil avec comme conséquence son profond dessèchement et la baisse de sa fertilité. Recul des forêts au Niger. L'impact de la dégradation du couvert végétal sur la vie des communautés revêt des dimensions importantes en effet. Les études réalisées en 1982 estiment le potentiel forestier naturel à 16 millions d'hectares, dont la productivité très faible se situe entre 0,1 à 1,5 ster à an. 210 espèces végétales contribuent directement à l'alimentation humaine, particulièrement pendant les périodes de disette et de famine. 235 espèces sont consommées par le bétail. 270 sont utilisées en pharmacopée traditionnelle, et 127 espèces dans l'artisanat et l'habitat, etc. La consommation du bois de chauffage surtout, et de services dans une certaine mesure, constitue sans conteste le plus grand pôle de destruction du patrimoine végétal et par voie de conséquence d'installation du désert d'origine anthropique. Ci-dessus, les mauvaises pratiques pastorales qu'il faut éviter. L'exploitation anarchique et surtout déraisonnée des pâturages aériens est source d'un des plus lourds handicaps subis par le couvert végétal. Après la mutilation par rabattage sur le sol des grosses branches par les éleveurs, les termites ou le feu donnent le coup de grâce. C'est un espace de plus gagné par la désertification d'origine anthropique.
Ici, deux formes d'exploitation rationnelle des prairies aériennes. Illustration du recul du couvert végétal dans le département de Mayahi, région de Maradi devant les pratiques de l'homme en 3 décennies, de 1972 à 1999. A. 1972b. 1986c. 1999. Commentaire. En 27 ans, plus de 75% de la steppe boisée ont disparu. Plus de 95% de la steppe arbustive sont transformées en parcs arborés sous culture. Près de 100% de la steppe herbeuse sont sous culture continue. 3. Cadre institutionnel des eaux et forêts de 1900 à 1990. 1. Gestion précoloniale de l'environnement. Rappel d'événements historiques importants. 1805, Mungo Park, chirurgien et explorateur écossais. 1850, Heinrich Barth et Edward Vogel, explorateurs allemands. Vers 1890, les Français arrivent avec la tristement célèbre colonne Voulet et Chanoine, chargée de barrer la route à Rabat qui avait déjà conquis le Bornou. 1900, le Niger devient territoire militaire français puis colonie française en 1922, administrée à partir de Zinder. 1927, la capitale coloniale fut transférée à Niamey, pour, dit-on, rééquilibrer les pouvoirs économiques et politiques locaux et surtout diminuer le poids de la communauté Haoussa du sultanat et des empires Haoussa voisins, ainsi que l'influence du Nigeria dont les communautés du Nord étaient en grande majorité haussafones. 1946, le Niger devient territoire français d'outre-mer. 1958, le Niger devient une république autonome au sein de la communauté française à l'issue d'un référendum qui a vu la victoire du oui, du PPNRDA de Hamani Diori sur le non, du parti SAWABA de Djibo Bakari. 3 août 1960, le Niger devient indépendant. Avant la pénétration coloniale, la gestion des ressources naturelles ne posait pas de problème majeur. Les ressources étaient abondantes pour une population limitée, comme nous l'avons vu précédemment. En cas de besoin, les plantations étaient limitées à la fourniture de l'ombre dans les habitations, et à titre subsidiaire dans les exploitations agricoles où on a développé le réflexe de la préservation des espèces spontanées pendant les défrichements. Au niveau des autorités coutumières, on ne peut ignorer le rôle de conservation de la nature déjà joué par les sultans du Damagaram pour la protection des arbres. Du temps du sultan Tanimoun Baba qui a régné de 1757 à 1775, jusqu'au sultan Suleiman II Tanimoun II au pouvoir de 1884 à 1892, il était formellement interdit d'abattre une cinquantaine d'espèces au nombre desquelles Acacia albida Gao, Tamarindus indica, tamarinier, le Carité Butyrospermum parki, le Baobab Adansonia digitata, le Néré Parkia biglobosa, les pieds femelles de dattier Phoenix dactylifera, ainsi que diverses essences fructifères de brousse et les arbres gommiers ou atanins. Tout contrevenant à la règle établie, était décapité sur la souche de l'arbre abattu. 2. Avènement juridique de l'administration des eaux et forêts. Le service nigérien des eaux et forêts, chasse et pêche n'a eu d'existence juridique proprement dite qu'à partir de 1938 après le transfert à Niamey du siège du gouvernorat du territoire militaire. En effet, en application du décret du 12 février 1938 qui organise les services des eaux et forêts et chasse aux colonies, il y a eu a. Arrêté numéro 1039 AE du 30 juillet 1938 habilitant les fonctionnaires du cadre général et les agents du cadre commun supérieur de l'agriculture en service au Niger à constater les infractions en matière forestière, en conformité avec le décret du 4 juillet 1935 régissant le domaine forestier en Afrique occidentale française, AOF. C'est en 1219 qu'apparaît pour la première fois en France l'appellation eaux et forêts, dans une ordonnance du roi Philippe II Auguste. Cette ordonnance porte sur une réglementation de l'exploitation et des ventes du bois. Le premier aménagement forestier connu date de 1230. Le roi Philippe IV le Bel décide pour la première fois d'une ébauche d'organisation forestière en août 1291. B. L'arrêté numéro 1040 AE du 30 juillet 1938 également, instituant le service proprement dit avec la création de 2 circonscriptions forestières.
Cet arrêté J au Niger du 20 août 1938 page 251, stipule en son article 1er, il est institué au Niger 2 circonscriptions des eaux et forêts, une circonscription dite du fleuve, Ouast, Tillabéri, Niamey et Dosso, et une circonscription de l'Est avec Gouré et Zinder. 3. Administration des eaux et forêts de 1900 à 1990. A. Introduction. Les services de l'environnement ou ceux de la faune, pêche et pisciculture, 2 structures dont on connaît la nécessaire complémentarité, condamnées à vivre ensemble parce qu'animées par les mêmes cadres, les agents des eaux et forêts. À l'origine de la structure, une seule dénomination, service des eaux et forêts, chasse et pêche. Quand et comment sommes-nous arrivés aux 2 structures sœurs sus-citées ? C'est ce que cette modeste contribution tente d'exposer afin de mieux situer, sans prétendre expliquer et encore moins le justifier, des décisions extra-techniques dont les résultats ont stigmatisé les services et les hommes chargés de les gérer. Il s'agira ici plutôt d'une suite d'événements administratifs, une sorte de chronogramme, lié à des dates dont certaines méritent de ne pas être oubliées. Ces faits peuvent permettre aux générations des cadres appelés à servir la forêt, la faune et les pêches, d'avoir une appréciation plus objective du présent. B. Organisation administrative. Les circonscriptions sus-citées étaient placées sous l'autorité des agents du cadre dit commun supérieur des eaux et forêts, avec résidence à Niamey et à Gouré respectivement. Puis suivront l'arrêté numéro 432 SF, du 22 mars 1947. Il a créé la direction centrale du service par la formulation suivante. Il est créé une direction des eaux et forêts du Niger dont le siège est fixé à Niamey. L'arrêté numéro 1805 SF du 7 décembre 1948 porte réorganisation du service notamment en transformant les circonscriptions en inspections. L'arrêté numéro 59 SF du 9 janvier 1953 modifie le 1805 SF ci-dessus en créant des cantonnements à l'intérieur des inspections. Voir ci-dessous. C. Structure et texte. C1. Statut du personnel des eaux et forêts. Selon toute vraisemblance, le premier cadre forestier venu en 1939 fut M. Coulot, remplacé par Michon qui resta de 1940 à 1942. De 1943 à 1946, la gestion retourna au service de l'agriculture. Le personnel forestier africain comptait des contrôleurs, des assistants forestiers, des brigadiers puis préposés à compter de 1955 puis gardes forestiers et gardes-chasse et goumiers. Le premier statut particulier du personnel des eaux et forêts du Niger indépendant fut mis en place en 1961, décret 61A106. Les corps qui le composaient étaient préposé catégorie D, contrôleur 4B2, ingénieur des travaux 4B1 et officier ingénieur 4A1. Les gardes de 4E et les contrôleurs adjoints de 4C en voie d'extinction n'étaient pas reconduits. Pour suppléer l'effectif des cadres, on a continué à recruter le personnel auxiliaire, analphabètes, gardes forestiers, gardes-chasse et goumiers régis par la convention collective. L'uniforme était le kaki et le béret vert comme celui des militaires. Le second statut advint avec le décret 74A210 PCMS-MERCA-PMF-PT du 13 août 1974. Le personnel comprend les préposés 4D, les agents techniques 4C1, les contrôleurs 4B2, les conseillers 4B1, les ingénieurs des techniques forestières 4A2, les ingénieurs des eaux et forêts 4A1. Observation. Uniforme kaki mais béret gris cendre, suite à une exigence des militaires qui ont dit vouloir éviter toute confusion avec leur corps. Le choix de cette couleur a été un pur hasard. Parmi les attributs de l'uniforme figure le corps de chasse, un signe que les douaniers et forestiers français ont adopté en hommage aux chasseurs à cheval des gardes impériales, et qu'il convient de changer en adoptant un symbole nigérien. Ces 2 structures initiales. Rappel. L'arrêté numéro 1040 AE du 30 juillet 1938 également, instituant le service proprement dit avec la création de 2 circonscriptions forestières. Cet arrêté J au Niger du 20 août 1938 page 251, stipule en son article 1er, il est institué au Niger 2 circonscriptions des eaux et forêts. Une circonscription dite du fleuve Ouest,
Tillabéri, Niamey et Dosso, et une circonscription de l'Est avec Gouré et Zinder. Ces circonscriptions étaient placées sous l'autorité des agents du cadre dit commun supérieur des eaux et forêts, avec résidence à Niamey et à Gouré respectivement. Ces trois, l'arrêt numéro 432 SF du 22 mars 1947, il a créé la direction centrale du service par la formulation suivante. Il a créé une direction des eaux et forêts du Niger dont le siège est fixé à Niamey. C4, l'arrêt numéro 1805 SF du 7 décembre 1948 porte réorganisation du service notamment en transformant les circonscriptions en inspections. C5, l'arrêt numéro 59 SF du 9 janvier 1953 modifie le 1805 SF ci-dessus en créant des cantonnements à l'intérieur des inspections. C'est ainsi que l'inspection du fleuve comprenait 3 cantonnements. Le cantonnement du fleuve couvre le cercle de Say, résidence. Le cantonnement de Dosso couvre le cercle du lieu-dit avec résidence à Gaïa. Le cantonnement de Tillabéri correspondant au cercle de Tillabéri, résidence. L'inspection de l'Est, avec 4 cantonnements. Le cantonnement central de Zinder supervise les cadres de Zinder et Agadez. Le cantonnement de Gouré, résidence, avec les cercles de Gouré, Maïna et Ngigmi. Le cantonnement de Maradi. Le cantonnement de Tawa. Les cantonnements étaient subdivisés en brigades forestières. Des structures précontemporaines, 1970-1990. Avec l'accession du Niger à la souveraineté internationale le 3 août 1960, les anciens cercles et subdivisions de cercles sont devenus départements et arrondissements. Pour être conforme à la mutation administrative générale, le service des eaux et forêts chasse dont la direction est toujours restée à Niamey, a reçu la structure que l'on sait. Les services départementaux des eaux et forêts, chasse et pêche au niveau des départements ont remplacé les cantonnements. Les services d'arrondissement forestier composant l'administration forestière départementale se sont substitués aux brigades forestières. Le poste forestier n'a aucune attache administrative, parce que créé sur nécessité de service avec ou sans poste administratif. D1 Promotion du secteur pêche. Dans le but de promouvoir le développement du secteur pêche, conformément aux perspectives quinquennales 1979 à 1983, section 2 chapitre B, paragraphe 2, mise sur pied d'un service des pêches, qui stipulait, citation, « On a vu que le rôle de l'encadrement de la direction des eaux et forêts, responsable du secteur pêche ne différenciait guère les activités pêche, des autres activités de la direction. Il faut donc créer un service individualisé, responsable à part entière de ce secteur et le doter de personnel qualifié et de moyens. La période du plan devrait être consacrée à la formation des cadres et à la mise en place de ce service. » Fin de citation. Le décret 82I76 PCMS-MHE du 11 novembre 1982 portant organisation du MHE2 consacre la création de 2 directions destinées à la place de la direction des EFC. Il s'agit une direction des forêts et faunes, considérant donc, ce qui n'était pas forcément juste, que biotopes et biocénoses aquatiques étaient spécifiques à la pêche. Une direction des pêches et de la pisciculture. L'arrêté numéro 9008 MHE, du 13 juillet 1983, pris pour l'application du décret 82I76 MHCMS suscité, 29 arrêté numéro 008 MHE ci-dessus fut modifié par l'arrêté numéro 23 MHE DAF du 23 août 1986 en ce qui concerne la réorganisation interne des 2 directions. On remarque que le secteur des eaux et forêts est rattaché pour la première fois au secteur de l'hydraulique par un décret qui remonte au 14 juin 1982, voir cadre institutionnel des eaux et forêts page 142. D2, avènement du secteur environnement. Il fut consacré par l'arrêté numéro 077 MAGEDAAF du 4 octobre 1988 qui portait organisation en 8 directions du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Parmi elles, 1 Direction de la faune, de la pêche et de la pisciculture, DFPP. 1 Direction de l'environnement, 2. Comme on le constate, la faune passe à la direction des pêches et de la pisciculture,
la direction de l'environnement obtient pour attributions essentielles la préservation et le développement du secteur forestier, et la lutte contre la désertification. Ce qui était compréhensible si l'on tient à une application rationnelle des recommandations du débat sur la désertification, tenu du 21 au 28 mai 1984 à Maradi. 4. Premiers actes techniques. La Convention internationale de la faune africaine tenue en 1933 à Londres a adopté parmi ses recommandations celles relatives au classement de sanctuaires de faune et de flore. Au Niger, on procéda alors au cours des années 50, 1953 et 1954 notamment, au classement de la plupart des forêts, réserves et parcs de diversité biologique. Ainsi, dès 1950, on classe des patrimoines forestiers et fauniques dans les 3 différentes zones climatiques décrites au chapitre 2. Dans cet ordre d'idées, on procéda à la constitution du domaine de l'État avec le patrimoine forestier et faunique. Forêt classée, parc national du W, réserve naturelle de faune, périmètre de mise en défense et de restauration, etc. 4.1. Plantation forestière. Au Niger, il y a eu 4 grandes périodes de reboisement. La période coloniale de 1900 à 1958, de l'indépendance 1960 au régime d'exception 1974, 3 de 1976 à 1984 et IDV de 1985 au deuxième millénaire. Les tentatives coloniales. Dans les débuts de la période coloniale, les plantations ont été tout naturellement limitées aux principaux centres urbains, dans lesquels évoluait l'administration, les services techniques et comptoirs commerciaux. À espèces locales. Nous retiendrons que les premières plantations d'alignement ont été faites avec des essences locales pour servir d'ombrage aux bureaux, résidences, voies et campements fréquentés par les expatriés dès l'installation de l'administration du territoire militaire en 1900. Furent plantés alors le Kaïl Cédra Kaya sénégalensis, principalement à Niamey en 1905, Dosso, Bolbolgou Mandei, Koni, Douchi, Sé, Geza, Sabongari, Bangui, Madawa, etc. et le Capoquier, Seba Pantandra, à Maradi, Gaïa, Sé, etc. De ces plantations, il n'existe actuellement que des vestiges à Bolbol, Dosso, Gaïa, Koni, Maradi, Niamey et Sé. B. Essence exotique. À partir de la mise en place de l'administration des eaux et forêts en 1938, on commença à asseoir et développer dans les villes le reboisement artificiel avec notamment des essences exotiques à croissance plus rapide. Il y eut d'abord en 1947-49 le Mélia azedarache, ou Lila des Indes, son pays d'origine, de Perse ou du Japon, remplacé immédiatement par le Nimuneem Azadirachta indica plus rustique. Il fut le cheval de bataille des grands reboisements d'alignement, avenue Charles de Gaulle à Niamey en 1940, et de places publiques et administratives. Dans le même lot de la fin de la décennie 50, il y avait d'Albergia Sissou, Cassia Siamea, Albizia Lebec, etc. Des plantations avant l'indépendance, nous n'avons pas disposé de références bibliothécaires fiables au point où nous nous sommes contentés de constats ou souvenirs personnels, ou encore de témoignages de forestiers retraités dont certains ne sont plus de ce monde. Abdoulaye Timbila, recruté en 1949 à Niamey et décédé en 2006, nous retiendrons tout simplement que les graines des essences sont introduites à partir des colonies anglaises et particulièrement à partir du Nigeria ou du Ghana. 4.2. Naissance et essor de la culture de la forêt. A. Plantation au cours de la Première République 1960-1974. Au cours de la période 1963-1965, le Centre technique forestier tropical, CTFT, accrédité au Niger et en Haute-Volta, Burkina aujourd'hui, a procédé à un certain nombre d'essais de provenance ou de techniques susceptibles de contribuer au développement du couvert forestier des pays concernés en particulier et de tous les pays sahéliens en général. Cette mission s'est poursuivie jusqu'à la fin des années 70 avec la création de l'Institut national de recherche agronomique du Niger, INRAN. B. La fête d'arbres. Pour encourager l'homme à la reconstruction des ressources de la nature qu'il exploite sans arrêt et dont il dépend, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a instauré dans les pays membres, au cours des années 50, la Journée nationale de l'arbre.
C'était sur proposition d'un instituteur français qui suggérait que chaque homme et chaque femme devraient s'acquitter d'une dette morale envers la nature, en plantant chaque année au moins un arbre. Cette mesure, adoptée par les autorités nigériennes, a été couplée avec la célébration de l'anniversaire de l'indépendance commémoré le 3 août, pour lancer officiellement la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.